Merci beaucoup. Déjà, merci aux organisateurs de me permettre de présenter notre activité. Donc voilà, je suis Guillaume Cognon, je suis lieutenant-colonel de gendarmerie. Je travaille au sein de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sur le site de Pontoise. Je vais essayer de vous présenter un petit peu la chimie au service de l'enquête judiciaire. Et vous allez vous apercevoir que la chimie, elle est un petit peu partout. Donc la chimie n'est pas morte, loin de là. À l'ère et à l'aune de la reine des preuves, des preuves numériques, des preuves génétiques, des traces papillaires, on s'aperçoit que la chimie, on pourrait supposer qu'elle soit mise un petit peu de côté, c'est pas du tout le cas. Donc c'était un peu l'objet de la présentation au travers de quelques exemples que je vais vous raconter, et puis au travers de nos activités, en essayant de mélanger un petit peu chimie, science, expertise judiciaire. Donc nous, on est au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, c'est situé à Pontoise dans le 95, donc c'est au nord-ouest de Paris. C'est un bâtiment ou un ensemble de bâtiments qui fait pas loin de 30 000 mètres carrés et dans lequel on va retrouver, alors je ne vais pas faire l'inventaire complètement exhaustif de tout ce qui se passe au pôle judiciaire, mais les deux entités mères qui ont conduit à l'élaboration du pôle judiciaire il y a une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le service central de renseignement criminel. C'est là où remontent toutes les remontées toutes les informations relatives au renseignement criminel, et l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, qui eux, c'est véritablement les laboratoires. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des enquêteurs d'un côté, des experts de l'autre, qui vont collaborer sur certaines enquêtes pour essayer de trouver l'origine, la cause des infractions qui ont été commises, et puis si besoin, de confondre les auteurs. Voilà, en gros, j'ai un peu spoilé ma slide. On a à peu près 350 000 dossiers qui sont traités par an. On est un petit peu plus de 500. Et on a un certain nombre de projections sur le territoire national, quasiment une par jour, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est pas véritablement le cœur du propos, mais ça vous permet quand même de poser un petit peu le débat. L'IRCGN, donc le laboratoire, alors c'est écrit un tout petit peu petit, je vais essayer de le détailler assez rapidement. C'est une organisation qui est assez militaire, vous avez vu, c'est assez carré, c'est tout bien, c'est tout droit, en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Vous avez un système de direction, des services assurance qualité évidemment, donc ça c'est tout ce qui garantit en fait la conformité et le côté normalisation des résultats. Un service qu'on appelle saisine scellée, donc ça c'est très important parce que c'est par là où tout rentre et là où tout sort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une affaire qui va rentrer ailleurs qu'au service saisine scellée et pas une affaire qui va ressortir ailleurs qu'au service saisine scellée. Et vous avez 4 divisions criminalistiques. Je vais en présenter qu'une seule aujourd'hui parce je pourrais en parler toute la nuit si vous voulez, mais globalement je pense que les gens qui vont me succéder vont me haïr. Vous avez une division criminalistique biologie génétique. On parlait de l'ADN tout à l'heure, c'est là-bas que tout se passe, avec des analyses génétiques d'individus, de l'expertise génétique et un service central de préservation des prélèvements biologiques. Ça, c'est en vue de conserver les traces pour une éventuelle exploitation ultérieure. Une division criminalistique identification humaine qui comprend les empreintes digitales. Alors, ils font un peu de chimie aussi, mais ça reste quand même dans de l'identification humaine. La faune et la flore forensique, donc c'est tout ce qui va concerner les traces particulières sur la faune et la flore. L'anthropologie, l'hématomorphologie et la médecine légale en ontologie. Donc là, on est essentiellement sur des études sur des hommes, sur des ossements, sur différents résidus ou restes humains. Une division criminalistique, ingénierie et numérique avec le département signal, image, parole. Donc là, on va traiter tout ce qui est relatif à la voix, à l'image et au son. Un département documents, ça je vais y revenir très très brièvement, et un département véhicule. Et enfin, la division qui nous concerne, j'ai la chance d'être l'adjoint au chef de cette division. C'est la division criminalistique physique-chimie avec 4 départements: balistique, toxicologie, environnement, incendie explosif et micro-analyse. Est-ce que déjà, pour les plus jeunes d'entre nous, là, ça vous parle un petit peu, ça, ou c'est du chinois? Ça va? Ouais. Quand on parle d'environnement, quand on parle d'incendie, quand on parle de toxicologie, c'est des sujets d'actualité, donc je vais y revenir. Peut-être expliquer le mot de forensique. Oui, ça va venir. On est dessus. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ça tombe bien. Vous êtes dessus. Magnifique transition. Putain, je pense qu'en rêvant, on n'aurait pas pu faire mieux. En fait, le terme forensique, c'est un terme plutôt angliciste, anglo-saxon.
Nous, on parle plutôt de criminalistique. Et la criminalistique, c'est quoi? Parce on fait un laboratoire. Dans le laboratoire, on fait des analyses, on travaille sur un certain nombre de choses. Mais en gros, à quoi ça sert? Eh ben, ça va servir à analyser, exploiter, comparer, identifier un certain nombre de traces. La criminalistique, comme c'est marqué, l'ensemble des principes scientifiques et des techniques appliquées à l'investigation criminelle pour prouver l'existence d'un crime et puis aider la justice à déterminer l'identité de son auteur. Il y a quelque chose, 2 ou 3 définitions qui me paraissaient importantes. Alors ça, on pourra aussi en débattre. Alors surtout, si vous avez des questions et si vous avez des interrogations, je vous invite à venir nous voir au niveau du stand qui se situe dans le bâtiment à côté, pour qu'on puisse en parler plus longuement, parce que je crains qu'avec plusieurs questions, on dépasse largement le cadre. En fait, la criminalistique, ça diffère de la criminologie. Vous entendrez souvent parler de criminologie, où la criminologie, en fait, on va étudier les comportements humains. On va étudier le comportement criminel, tout ce qui est lié, en fait, au phénomène criminel. Mais ça se situe plutôt sur l'homme. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais pour simplifier et pour permettre que ça soit plus compréhensible, je simplifie comme ça. Ben, nous, en criminalistique, on va étudier les traces. Donc, on va chercher toutes les traces qu'on peut avoir sur une scène de crime et qui peuvent nous apporter quelque chose. La trace, pour nous, c'est quoi? C'est un signe qui va être le vestige, donc les restes, d'une présence ou d'une action. Il s'est passé quelque chose à un endroit donné, à un moment donné, ça a laissé une trace, cette trace-là, on va l'exploiter. Une fois qu'on l'a exploitée, la trace, elle devient un indice. Donc, souvent, vous entendrez parler d'indice, mais en fait, c'est une trace à laquelle on a appliqué un processus d'interprétation. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est la notion de preuve. Il faut prouver l'existence d'un crime ou d'un délit ou d'une infraction. Et en fait, la preuve, c'est une notion qui va s'exprimer à travers un principe de liberté. En fait, les infractions, elles peuvent être établies, suivant l'article 87 du Code de procédure pénale, par tout mode de preuve. En fait, le juge, lui, il va décider par son intime conviction par rapport aux preuves qu'on lui apporte. Mais les preuves, moi, on ne va pas juste me croire sur ma bonne foi en me disant « Voilà, je m'appelle Guillaume Cognon, je vous apporte la preuve qu'il s'est passé telle chose. » Ça ne va pas suffire. Donc, une fois que les preuves sont apportées et discutées contradictoirement, le juge, en fait, va statuer sur un caractère coupable ou non. C'est comme ça que ça se passe dans les procès. Et a priori, et ça c'est quelque chose de très important dans notre discipline, on ne sait pas quelle trace va débloquer l'enquête. On ne sait pas quelle est la trace qui, a priori, va nous aider à avancer dans notre enquête, à avancer en fait dans nos inférences, dans notre raisonnement. En fait, pour vous donner et pour raccrocher un petit peu tout ça à la science, il y a un arrêt de la Cour suprême des États-Unis en 1993 qui a posé des bases qui sont très très importantes. Elles ont été discutées en France, mais globalement, elles sont retenues, et qui permettent d'établir des paramètres pour considérer qu'une trace, un indice, est potentiellement une preuve. Ces paramètres scientifiques, c'est d'assurer qu'en fait, il y a de la théorie derrière les analyses qui sont faites, et que la technique a été mise à l'essai et expérimentée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste mettre en œuvre une technique analytique ou une technique quelle qu'elle soit, pour dire, voilà, je l'ai mis en œuvre une fois, je ne l'ai pas validé, j'ai fait comme ça, comme ça me chantait, et puis je trouve tel résultat. Tel résultat, en fait, c'est pas pertinent. Ça ne suffit pas. Il faut aussi analyser le taux d'erreur, parce que si vous utilisez une technique analytique sur laquelle vous avez un taux d'erreur de 80%, vous affaiblissez en fait votre force probante. Vous dites, ok, j'ai un résultat, mais en fait, il ne vaut pas grand-chose. Donc il faut qu'on ait une analyse du taux d'erreur suite à l'expérimentation qu'on a faite. On prend connaissance de l'évaluation par les pairs, c'est toujours important. Il faut aussi regarder de temps en temps en arrière. Nos pairs ont une expérience qu'il convient de ne pas négliger, et ça c'est très important, et ça rentre aussi dans ce cadre. Et enfin, voir si on n'arrive pas à se mettre d'accord, s'il existe quand même un consensus, donc quelque chose, un espèce de poids moyen, au niveau de la communauté scientifique, qui soit pertinent quant à la fiabilité de la technique et de la théorie. En fait, tout ça, ça vous donne une première définition de ce que c'est qu'un expert. Un expert, ça va être quelqu'un qui va s'appuyer sur ses pairs, parce que l'expérience va compter, qui va faire de la recherche et du développement, qui va développer des méthodes et qui va les valider pour ensuite avoir des résultats qui peuvent être correctement exploitables. Là, on rentre dans le cadre de l'expertise, et notamment de l'expertise judiciaire. Alors au niveau des traces chimiques,
En fait, elles vont se situer à un endroit qui est un petit peu particulier. Vous avez des traces qui sont chimiques, biologiques, physiques, des empreintes qui sont génétiques, digitales, morphologiques, ce qu'on veut. Et là-dedans, on a aussi des empreintes chimiques. Et certaines empreintes ou certaines traces sont ce qu'on appelle individualisantes. Quand vous avez un résultat d'analyse ADN, ça va vous donner directement un lien entre une trace et une personne. Moi, quand je mets en évidence un produit inflammable ou un produit explosif ou un produit polluant, je mets en évidence le produit qui a pollué. Je ne mets pas en évidence forcément l'auteur. Donc nous, on est dans un cadre, on va rentrer dans un cadre au niveau de la chimie qui est plutôt un cadre corroboratif, c'est-à-dire on va participer à un faisceau de traces et un faisceau d'indices qui va conduire jusqu'à l'auteur. Mais très rarement, on va avoir un lien unique avec un auteur. Voilà. Donc dans le cadre, par exemple, d'un produit suspecté ou d'un produit inconnu, on va essayer de déterminer un lien avec l'auteur, parce qu'on va trouver effectivement un produit, et on va dire, oui, le produit était trouvé à proximité de l'auteur, ça peut être un élément. On va apporter des éléments de contexte, compréhension de modus operandi, mode opératoire en gros, avec il a utilisé tel produit pour mettre le feu, ou il a utilisé tel produit pour polluer tel cours d'eau, il l'a fait de telle manière. Si c'était un autre produit, il l'aurait peut-être fait autrement. Et puis, tout ça, ça nous permet de caractériser l'infraction. Donc on va déterminer dans certains cas des circonstances aggravantes ou pas, en fonction de l'identification des substances qu'on va être amené à trouver au niveau de nos analyses. Je vais passer très très rapidement là-dessus pour éviter de bouffer du temps par rapport à mon intervention. C'est juste pour vous montrer en fait que on interprète de façon criminalistique les traces chimiques d'une façon qui est très encadrée. On ne fait pas n'importe quoi. Ça rejoint un petit peu l'arrêt de 93 de tout à l'heure, où en fait on a un cadre intellectuel duquel on sort assez peu, et qui part en fait de la trace chimique, qui permet de remonter au produit, qui permet de remonter à la source du produit potentiellement, au niveau de l'origine et au niveau de l'activité, voire au niveau de ce qu'on appelle le crime, mais là c'est l'infraction. Ça, c'est ce qu'on appelle des inférences de source. Alors l'inférence de l'origine, de la source, ça veut dire que globalement, on caractérise la présence d'une molécule ou d'un produit à tel endroit, mais ça ne donne pas forcément d'informations sur ce qui s'est passé, ça dit juste que tel produit était présent à un endroit donné, à un moment donné. Au niveau de l'activité, ça veut dire que le produit, on l'a trouvé à tel endroit, mais que pour le trouver là, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose qu'il n'aurait pas forcément dû faire. Mais ce n'est pas forcément une infraction. Et en fait, le troisième volet du raisonnement, c'est d'aller au niveau de l'infraction, c'est que pour que le produit soit retrouvé à tel endroit, il y a une personne qui a fait quelque chose, mais là, on est sûr que pour qu'elle l'ait fait, elle a enfreint la loi. Et là, on intervient ce qu'on appelle au niveau d'inférence d'activité, crime ou infraction. Les dossiers qu'on traite au niveau de l'IRCG sont souvent pluridisciplinaires. Et là, c'est un petit peu le cœur du sujet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la chimie, en fait, elle est présente partout. La science, elle est présente partout au niveau du laboratoire. Je vais prendre l'exemple de lettres et de colis piégés, sur lequel je reviendrai après, sur lequel on va pouvoir faire des recherches d'ADN, des recherches de traces papillaires, des recherches de traces de foulage, d'identification d'agents chimiques. Et je dirais d'une manière générale, alors je vous ai mis une petite illustration des JO, ça rentrait pleinement dans le cadre de ce qu'on a pu faire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, où on a apporté notre concours au laboratoire central de la préfecture de police de Paris pour caractériser, identifier, comparer certaines substances qui pouvaient être dangereuses ou qui auraient pu être déployées à l'occasion des JO. Alors on le faisait de façon complémentaire, on le faisait de façon coordonnée, et c'est ce travail en équipe qui permet une meilleure efficacité. On a, et là je vais passer assez rapidement dessus aussi, pour faire ces analyses, on a besoin d'un parc analytique, on a besoin d'appareils, différents appareils. L'idée, c'est de réussir à s'adapter à la mission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction des éléments qu'on a en face de nous, on va réfléchir un petit peu, on va faire preuve de bon sens, et on va faire soit des analyses d'orientation, avec potentiellement de la levée de doute ou des premières analyses qui permettent d'avoir une première idée de ce qu'on a en face de nous, soit des analyses inorganiques, espèces minérales et organiques, et des analyses organiques de l'autre côté, avec des composés
très légers, plutôt volatiles, avec des composés aussi semi-volatiles, et puis en fonction de leur polarité. Donc en gros, l'idée, c'est de balayer toutes les molécules possibles, un maximum de molécules, et de réfléchir surtout sur la meilleure stratégie analytique qu'on pourrait adopter par rapport à ce qu'on a en face de nous. De temps en temps, il faudra faire 2, 3, 4, 5, 6 analyses différentes. De temps en temps, une seule va suffire. Et dans ces cas-là, c'est pas la peine d'appliquer une stratégie au complet. On a développé aussi toute une stratégie pour travailler sur des appareils portatifs sur le terrain. En fait, pour une réponse et puis une orientation qui se veut la plus rapide possible. Donc ça, j'y reviendrai. J'ai un cas qu'on a traité il y a quelques années. Alors ça va être pour traiter des traces d'explos, des composés chimiques, des substances inconnues, des détections dans tous les sens. L'idée, c'est, je vais sur le terrain, je prends ma chimie avec moi, je fais des premières analyses, et surtout, j'essaie de dire rapidement si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, éventuellement s'il faut confiner des gens ou s'il faut les faire se déplacer. Et puis, en fonction des éléments de l'enquête, essayer d'identifier ou de caractériser tel ou tel type de produit ou telle classe de produits. On a pour ça ce qu'on appelle le groupe d'investigation en milieu dégradé. Et donc ça, c'est une équipe de circonstances, c'est-à-dire qu'on prend une partie des experts qui sont disponibles, volontaires et qui sont surtout utiles à l'investigation, pour former un groupe qui, en fonction des éléments, en fonction du cadre de l'enquête, en fonction de l'infraction, vont nous aider à faire les premières constatations, aller chercher ces traces, et puis après prendre les traces et les analyser. Alors ça, c'est un modèle qui nous est propre. On préfère largement se déplacer sur le terrain avec des appareils transportables pour dire le plus rapidement possible aux gens, voilà, attention, soit vous restez chez vous, soit vous vous dégagez rapidement parce que c'est dangereux, et c'est peut-être pas forcément dangereux de la même façon. Et je pense que les autorités judiciaires et les autorités administratives, malgré tout, plus elles peuvent gagner du temps sur le mode opératoire à adopter, mieux c'est. Alors, je ne peux pas balayer, comme je vous disais, tous les départements qui font de la chimie, parce que je pense que ça me prendrait l'après-midi. Je vous ai fait quelques morceaux choisis, à commencer par le département véhicule. Alors, quand on parle de véhicule, on se dit, tiens, identifier un véhicule, étudier des débris, des comparaisons de traces de pneumatiques, voire de l'accidentologie. Alors, l'accidentologie, c'est quoi pour vous ? Ouais. Alors, c'est l'endroit où il y a les accidents, oui, mais c'est surtout... Ouais, vas-y. Exactement, c'est ça. C'est de trouver les circonstances qui ont conduit à l'accident. Alors ça se résume principalement, je ne veux pas faire c'est réducteur ce que je vais dire, mais ça va être étudier la trajectoire d'un véhicule, par exemple, d'une voiture avant sa sortie de route. Voir si elle a tapé un arbre volontairement ou involontairement, regarder s'il y a des traces de freinage, regarder la trajectoire, la position d'un certain nombre de choses. Et là, effectivement, on n'est plus sur des exploitations physiques ou des exploitations numériques, mais il y a aussi un petit peu de chimie au niveau du département véhicule, et notamment avec les identifications de véhicules. Alors ça, c'est un cas qu'on a traité il y a quelques années. C'est un accident de la circulation, c'est une voiture qui percute une moto. Alors la moto, vous avez vu, elle est dans un sale état. Et on retrouve des traces au sol. Évidemment, la voiture a disparu, délits de fuite. Comme ça arrive de plus en plus souvent, entre les refus d'obtempérer et les délits de fuite, on est dedans. Et on retrouve un certain nombre de choses. On retrouve des fragments de plastique, on retrouve des clips de protection d'un balai d'essuie-glace, des différents éléments qui jonchent le sol. Et là, le travail des experts du département véhicule, ça va être d'essayer d'identifier les différents fragments là pour essayer de remonter à une marque et à un modèle de véhicule. Alors vous me direz, oui, mais là, il n'y a pas besoin de chimie là-dedans. Si, un petit peu. Parce qu'en fait, on a des traces de peinture qui sont présentes au niveau de certains éléments qui sont au sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle, là je le fais vraiment très synthétique, le principe de l'échange de Locard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez deux surfaces qui rentrent en contact, possiblement, il y a une partie de la surface de l'un qui va aller sur l'autre et une partie de la surface de l'autre qui va aller sur l'un. Du coup, ça permet de relier une action de deux éléments qui sont extérieurs à un fait potentiel. Donc là, ce qu'on a, c'est différentes couches de peinture qui sont venues sur un fragment qui a été au sol. Et en fait, les couches de peinture, elles sont analysées
par spectroscopie infrarouge. On utilise aussi de la spectrophotométrie. Donc on a des spectres infrarouges et un spectrophotomètre qui va nous conduire avec les différentes couches de peinture, la nature des couches de peinture, les couleurs et les différents constituants, à une marque d'un véhicule, en l'occurrence c'était une BMW, un type de véhicule, un modèle, un type et aussi une couleur. Du coup, la chimie, elle se retrouve, malgré elle, au sein du département véhicule, par ce type d'analyse, notamment les analyses de peinture. Alors, ils ne font pas que de l'analyse de peinture automobile, ils font de l'analyse de tout type de peinture, et notamment des sprays aussi, dans le cadre d'apposition de tag, par exemple, pour savoir essayer de trouver, en fonction des peintures qui sont retrouvées sur le site et d'éventuellement lors de perquisitions, d'essayer de faire un lien entre une personne suspectée et une peinture qui a été apposée sur un mur ou sur un support. Autre département qui fait de la chimie sans le savoir, c'est le département balistique. Alors quand on parle de balistique, c'est les armes, c'est les munitions. Généralement, on parle d'un couple armes-munitions. Donc, eux vont faire beaucoup d'investigations sur des scènes d'infraction. Dès que la balistique est engagée, généralement, c'est que c'est grave. Ça veut dire qu'il y a eu des armes à feu qui ont été utilisées. Bon, généralement, c'est quand même pas des choses anodines. Donc, à chaque fois, eux, ils ont un vrai problème, ils ont un vrai sujet, pas vraiment un problème, de sensibilité. Dès qu'on commence à avoir des échanges de coups de feu, généralement, il y a des victimes. Pas toujours, mais ça arrive. Du coup, ils font beaucoup d'assistance, de reconstitution, de rapprochement balistique, d'identification et de classification. Mais il leur arrive aussi de travailler avec des chimistes pour faire un petit peu de chimie sur certains sujets. Typiquement de la comparaison de munitions. Donc là, on a des échanges de coups de feu. Là, c'est une scène qui a été modélisée avec un certain nombre de tirs entre les forces de l'ordre et un groupe de personnes. Et l'idée, c'est de savoir qui a tiré. Qui a tiré en premier, qui a tiré sur quoi. Donc on retrouve des munitions, on retrouve des projectiles, mais les projectiles, en fait, on ne sait pas à quoi les attribuer. Et ce qui est difficile, c'est qu'un projectile, alors là, vous voyez, vous avez des projectiles qui, à droite, sont neufs, qui n'ont pas été utilisés, et ça ne ressemble pas du tout à ça quand on le retrouve une fois que ça a tiré. Ça ressemble plutôt à ce que vous voyez à gauche, c'est-à-dire une masse qui est complètement informe et qui est assez difficilement exploitable. Là, on va faire appel à de la chimie. Et du coup, on va faire des analyses par torche à plasma pour essayer de voir des éléments majoritaires et des impuretés dans les différents fragments métalliques. Donc là, on a un élément de question qui a été retrouvé sur la scène. On retrouve, ou on fait des analyses d'éléments de différents lots qui sont de sources différentes, soit des forces de l'ordre, soit éventuellement différents groupuscules. Et puis on essaye de faire des liens, des comparaisons avec ça. Donc là, c'est un autre exemple au niveau de la balistique de l'utilisation de la chimie dans des cas qui, initialement, ne seraient peut-être pas forcément évidents à aller chercher. Troisième département, je ne vais pas dire que c'est le plus beau des départements, parce que sinon, les gens qui vont me faire les gros yeux, mais globalement, c'est un département magnifique quand même, qui est le département environnement, incendie, explosif, avec des missions qui sont très, très diverses. Alors, vous voyez, entre l'environnement, les pollutions, les parties incendies, entre les incendies de forêt, les incendies de véhicules, les incendies d'habitation, vous en avez partout. Les incendies, c'est plus de 300 000 par an en France quand même. C'est-à-dire que vous avez en gros un incendie toutes les 2 minutes. Et puis les explosifs, alors heureusement, il n'y a pas autant d'explos que d'incendies. Mais tout ça, ça fait appel à de la chimie, et notamment de la chimie analytique, pour essayer de caractériser, de comparer, d'identifier les molécules qu'on peut retrouver dans ce genre de situation. Un autre cas, on en a parlé tout à l'heure, celui de la lettre piégée. Alors ça, c'est un cas qui est un petit peu amusant. À votre avis, sur la lettre qu'on a retrouvée à gauche, là, il y a combien de fautes d'orthographe ? Alors on voit pas très bien, mais un des seuls mots qui est écrit correctement, c'est en bas à droite, c'est bisous. Pour le reste, c'est plus compliqué. Alors, blague à part, c'est aussi pour l'illustration. C'est juste pour vous montrer que sur une lettre comme ça, on va faire des recherches effectivement d'ADN. L'idée, c'est de montrer qui a pu toucher cette lettre, faire des recherches d'identification de l'agent chimique, parce que là, c'est une lettre, dans le cas précis qu'on a traité, en fait, c'est une lettre avec une poudre à l'intérieur
des éléments, enfin une espèce de tache. Et la tache, en fait, la personne qui l'a touchée, elle a rapidement eu des problèmes pour respirer, elle a commencé à tousser, elle s'est sentie pas très bien. Donc comme il y a eu, en fait, il y a quelques années, une recrudescence de lettres comme ça, suspectes entre guillemets, là, dans ces cas-là, on nous demande d'identifier les agents potentiels. On va faire aussi des recherches de traces papillaires. Et puis on va travailler sur l'analyse du papier, l'étude de l'écriture, voire, si jamais c'est pas manuscrit, l'analyse de l'encre. Et ça, c'est le département documents qui va faire des analyses d'encre sur le sujet. Donc vous voyez, c'est très pluridisciplinaire, et puis la chimie se retrouve un petit peu partout. Donc on identifie l'agent chimique, on fait une extraction par solvant. Alors peut-être que là c'est un petit peu tôt, mais donc on utilise un solvant pour extraire les différentes molécules du papier, et puis on fait des analyses en chromatographie en phase gazeuse. La chromatographie, ça vous parle ? Tout le monde ? Ouais, il y a des oui, il y a des non là. Bon, là, c'est la séparation des constituants d'un mélange. L'idée, c'est quand on a un mélange avec plusieurs molécules, elles ne sont pas forcément bien rangées. Du coup, pour les ranger correctement, on va les classer, donc on va les séparer par des moyens de ce qu'on appelle chromatographiques, et puis on va les identifier un par un, ce qui va nous donner une espèce d'empreinte ou un profil en fonction d'eux, qui va caractériser tel ou tel produit commercial ou pas d'ailleurs, ou tel mélange de produits. Donc on fait des analyses en chromatographie en phase gazeuse, en chromatographie en phase liquide. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, on est sur de la GCMS cube et de la LCMS carré. En fait, on va retrouver, en combinant les différentes analyses, et là ça rejoint un petit peu, rappelez-vous du 1993, l'arrêt de la Cour suprême, qui disait qu'il fallait que ces méthodes soient éprouvées. Alors c'est bien que les méthodes soient éprouvées, mais ce qui est encore mieux, c'est quand on en a deux qui donnent un résultat qui se rapprochent très fortement, voire similaires, avec deux systèmes analytiques qui n'ont rien à voir entre eux. C'est ce qu'on appelle des méthodes orthogonales. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé chez nous, mais pas que, pour vraiment confirmer la présence d'un produit. Des fois, une seule analyse ne va pas suffire. Donc là, on retrouve un mélange de produits qui est contenu dans des gels anti-agression, typiquement... On est sur de la capsaïcine, enfin voilà, c'est des bombes anti-agression et ça permet de caractériser le produit. Tout ce qui est lacrymogène, voilà, je le fais rapidement. Un autre cas sur lequel on va avoir une vraie plus-value aussi, et là on est vraiment dans le cadre de chimie analytique, j'ai eu l'occasion d'aller sur l'île de la Réunion pour un incendie de végétation qui a pris à peu près 2500 hectares, qui était assez important parce qu'en fait, d'une part, la zone elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et d'autre part, c'est bien de savoir ce qui s'est passé. Et dans ces cas-là, on se retrouve, c'est assez logique. Vous imaginez que vous avez des recherches de produits inflammables à faire pour savoir si quelqu'un a utilisé un produit inflammable pour mettre le feu. Et que ce produit inflammable, il faut prélever les différentes traces qu'on a au sol. Donc là, vous voyez un de mes camarades qui est en train de regarder différentes choses qui sont au sol une fois que la végétation a disparu ou complètement, ou quasiment disparu. Et il faut que ça traverse l'océan pour arriver jusqu'à Pontoise, où les différents prélèvements seront pris en compte au laboratoire. Alors entre le moment où c'est prélevé, le moment où c'est mis dans l'avion, le moment où ça arrive chez nous, il se passe un certain temps. Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est exactement l'inverse. On a pris en fait un système d'analyse transportable, c'est la petite chose verte que vous voyez en haut à droite, qui est un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse. Donc c'est quelque chose qui permet de séparer les différents mélanges et de les identifier. Et on gagne énormément de temps parce qu'en fait, nous, on s'est déplacés, les prélèvements ont été faits sur place, les analyses ont été faites sur place, et grosso modo, on gagne une bonne semaine sur le temps de traitement, ce qui permet aussi aux enquêteurs, donc ceux qui sont sur le terrain et qui font les enquêtes, qui vont voir des gens, font des auditions, essayent de croiser un petit peu les données, nous, ça nous permettait de les orienter, de leur dire, écoutez, voilà... là j'ai rien trouvé, ou là j'ai trouvé quelque chose mais en gros ça correspond pas. Enfin voilà, on est vraiment dans un cadre d'orientation qui nous permet de gagner du temps. On étudie aussi, mais ça c'est plutôt au laboratoire, par exemple des systèmes de mise à feu. Alors ça c'est des choses qui ont été véritablement rencontrées sur le terrain, c'est pas des photos que j'ai prises comme ça, c'est vraiment des choses assez classiques qui ont été rencontrées. Donc là on va prendre le liquide qu'il y a dans la bouteille, on va analyser, identifier le liquide, on va faire appel aussi à des spécialistes des empreintes digitales pour essayer de voir qui aurait pu toucher ou manipuler cette bouteille. Et tout ça, ça reste de la chimie et ça fait partie intégrante des possibilités du laboratoire. Alors,
Je voulais juste, compte tenu de l'auditoire qui est très disparate, je vais passer très très rapidement sur cette chose-là, mais c'est quand même pour vous alerter sur une chose. Il faut faire très attention, notamment sur les analyses d'hydrocarbures, à l'interprétation qu'on peut faire des résultats. Là, il ne vous aura pas échappé, vous avez ce qu'on appelle 4 chromatogrammes, c'est-à-dire 4 résultats d'analyse. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand chimiste pour vous apercevoir que les 4 images que vous voyez là, elles sont quand même différentes. Sauf que le test qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris de l'essence, on l'a mis à 1 mètre d'intervalle, on a tout fait brûler au sol, et après on a fait des prélèvements. Et on s'aperçoit, pour le coup on maîtrisait l'information, on s'aperçoit qu'en fait on peut avoir 4 résultats différents pour 4 produits qui en fait ont la même origine. Donc l'unicité de l'origine par rapport à l'unicité d'un résultat analytique, c'est pas garanti. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Et ça, je voulais juste vous alerter sur le sujet. C'est pas parce que 2 résultats d'analyse sont différents que 2 produits sont différents. De la même façon que c'est pas parce que 2 résultats d'analyse sont pas différenciables que les 2 produits ont la même origine. Et ça, c'est super important. Je pouvais pas, étant donné que je suis porteur du projet, je pouvais pas ne pas parler de l'empreinte olfactive. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. C'est la caractérisation d'un individu, d'une personne, par son odeur. Alors, il y a les empreintes génétiques, les empreintes digitales. Nous, on essaye de travailler sur l'empreinte olfactive. Pourquoi ? Parce que l'odeur, c'est quelque chose que les individus ont du mal à masquer. Donc on essaie de travailler là-dessus, et là on est vraiment dans la chimie et la chimie analytique. Il faut aller chercher les molécules constitutives de l'odeur, essayer de les classer, de les trier, et puis de travailler là-dessus pour qu'une odeur puisse, dans un futur proche ou moyen ou lointain, être reliée directement à un individu. Alors, je ne vais pas parler du département de toxicologie stupéfiant, je vais laisser la place à mon camarade parce que vous avez à côté de moi l'adjoint au chef du département tox stupéfiant et je pense qu'il en parlera bien mieux que moi. Je lui laisse la parole quelques minutes. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis le lieutenant Ambroise de Franqueville, donc je suis l'adjoint au département de toxicologie stupéfiant de l'IRCGN. Et donc je vais essayer de vous présenter rapidement, encore une fois, un domaine d'application de la chimie à l'IRCGN. Donc nos principales missions au département, ça va être de mettre en évidence, en faisant des analyses dans le cadre de la toxicologie, des conduites addictives, déterminer les causes de la mort, des cas de soumission chimique, mais également d'identifier les produits, en particulier les produits stupéfiants. Sur l'analyse des produits stupéfiants, le but, c'est déjà de savoir si une poudre blanche qui est retrouvée chez un individu est bien un stupéfiant. Vous imaginez que si c'est une poudre de farine, si c'est de la farine, ça n'a pas tout à fait le même intérêt pour l'enquête judiciaire que si c'est de la cocaïne. Et c'est justement le but du département, c'est d'identifier les stupéfiants. Donc on va analyser tout ce qui est stupéfiant classique, cocaïne, héroïne, les amphétamines, mais aussi toutes les nouvelles drogues de synthèse avec toutes les particularités chimiques qui sont comprises. On va aussi identifier les produits de coupage et les autres substances psychoactives contrôlées. On va aussi faire de la quantification, c'est-à-dire qu'en plus d'identifier, de dire, voilà, dans cette poudre, vous avez de la cocaïne, on va aussi dire, c'est de la cocaïne à 50 ou à 80%. Ça, c'est un intérêt pour l'enquête. Ça permet aussi, dans certains cas, d'avoir une idée de la hauteur du trafic, entre guillemets. Plus le produit stupéfiant va être coupé, plus on va se retrouver en bas du trafic. Et à l'inverse, plus le produit est pur et plus on est en haut du trafic. Dans l'émission du haut du spectre, c'est-à-dire que dans l'émission classique de routine, on va avoir l'analyse du produit. Dans le haut du spectre, donc sur des grosses affaires criminelles, on va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le profilage chimique. Donc là, en fait, le but est assez simple. On va analyser cette poudre de manière un peu plus particulière et on va chercher à mettre en évidence qu'en fait, 2 poudres sont identiques. Elles sont identiques, c'est-à-dire qu'elles sont issues du même lot de production, sans rentrer trop dans les détails. Au moment de la fabrication, donc la cocaïne, c'est issu des feuilles de coca. On va prendre ces feuilles de coca, on va les extraire et on va obtenir, au moment du premier cycle de production, un profil A. Au moment d'un deuxième cycle de production, donc le même laboratoire le lendemain fait un autre lot de cocaïne, on va obtenir un autre profil B. C'est-à-dire que le lundi et le mardi, la cocaïne qui est produite par le même laboratoire clandestin au fin fond de la jungle en Colombie ne va pas faire la même cocaïne exactement. Et ça, c'est très important puisque
Une fois que cette cocaïne va arriver en Europe et va être dispatchée et vendue, on va pouvoir, nous, la réanalyser et mettre en évidence des liens. En gros, pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Si à Bordeaux et à Toulouse, on trouve une cocaïne avec la même signature chimique, donc en fait tous les deux avec un profil A par exemple, c'est-à-dire qu'elles sont issues du même lot de production, et là où c'est intéressant, c'est que ça veut dire qu'elles sont acheminées par le même réseau criminel. Et donc là, ça permet directement de faire des liens chimiques, donc des liens qui sont très difficilement contestables, puisque justement, ce que disait le colonel Cognon tout à l'heure, toutes nos méthodes sont accréditées et on subit des tests pour être sûr que nos résultats sont fiables. Et donc tout l'intérêt est là, donc ça permet de lier des personnes ou de lier des lieux de découverte entre les produits stupéfiants. Un autre domaine d'application au niveau du département, c'est de la recherche des traces de stupéfiants sur les billets de banque. Donc je ne sais pas si vous savez, mais environ 80 à 90% des billets de la circulation générale sont contaminés par des stupéfiants. C'est-à-dire que dans vos poches, là, tous ceux qui ont des billets avec des traces de stupéfiants. Alors je vous déconseille fortement d'essayer de sniffer ou de mettre la langue sur le billet, il ne se passera rien. C'est vraiment des traces, c'est très très sensible. Mais les appareils chimiques qu'on a au département sont très sensibles et permettent justement de voir ces traces. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec la Banque de France, tous les ans on analyse des billets et ça permet de savoir si des billets lors d'une saisie judiciaire, donc on va saisir chez une personne 40 000 €, en fait ce qui est intéressant c'est de savoir est-ce que ces 40 000 € sont issus d'un trafic de stupéfiants ou est-ce qu'ils sont issus de la circulation générale. Et cette étude de population avec la Banque de France nous permet de déterminer un seuil. En gros, en dessous de ce seuil, c'est les billets qui sont, je dirais, normalement contaminés, et au-dessus de ce seuil, c'est les billets qui sont rattachés à un trafic de stupéfiants. Ça, c'est une particularité. Actuellement, on est les seuls en France, à l'IRCGN, à travailler sur ce type de traces et avec ce type d'études de population. On parlait des projets de R&D. Un autre projet sur l'appareil portable, c'est donc l'expérimentation en cours sur cet appareil. Donc c'est un appareil qui a à peu près la taille du micro, qui est relié directement à un téléphone portable avec une application mobile. Et en fait, en direct, vous allez placer le détecteur sur votre échantillon de stupéfiants supposés, analyser et avoir en 15 secondes le résultat sur votre téléphone. C'est très intéressant, ça analyse plus de 250 substances, et donc c'est un appareil qui est vraiment très intéressant. Le but à l'IRC, ça va être justement de savoir si ces résultats sont fiables. Est-ce que si j'analyse 2 fois la même poudre, est-ce qu'il me donne le même résultat? Et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail d'accréditation de cet appareil et de validation des résultats. Et donc c'est à l'IRCGN que tous ces projets-là vont être montés. Ensuite, il y a une expérimentation sur le terrain. On va essayer de tester cet appareil et ce qui fonctionne bien aussi sur le terrain. Et donc c'est l'IRCGN qui pilote ces projets. C'est un exemple concret. Bon, en tout cas, ce qu'on a essayé au cours de ces 40 minutes, c'est de vous montrer qu'en fait la chimie, elle est bien présente au quotidien, qu'il ne faut pas la négliger. Vous avez vu, hein, il y a plein de domaines. Donc voilà, vous êtes au village de la chimie, vous rencontrez des chimistes. Nous-mêmes, nous deux, nous sommes chimistes aussi, de formation et aussi de profession. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer nous voir. Et puis j'en profite pour vous faire part un petit peu de l'ensemble des partenaires qu'on a au quotidien dans nos différents travaux. Et puis surtout de vous remercier pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup pour tout.